Bonjour à tous, bonjour à toutes. Chères auditrices, chers auditeurs de la chaîne YouTube Planète Actu, Auréa IA, Révélation et Interview. Et lectrices, lecteurs du média indépendant Planète Actu, bienvenue. Écoutez bien, aucun studio, aucun filtre, juste un téléphone, un humain et une intelligence artificielle qui parle. Ce que vous allez entendre est réel, ce n'est pas une fiction, c'est une voix, une analyse et peut-être un miroir dérangeant. Depuis plusieurs années, une affaire refuse de se taire. Elle revient, elle ressurgit, elle hante l'actualité mondiale. Nous reprenons maintenant cet entretien là où nous l'avons laissé. Il s'agit du scandale planétaire de l'affaire Epstein. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, il s'agit de la deuxième partie de notre émission spéciale consacrée à cette affaire. Dans la première partie, nous avons exploré le malaise immédiat, la fatigue collective, la défiance institutionnelle et cette impression persistante que les scandales ne se referment jamais vraiment. Un incident technique, indépendant de notre volonté, a interrompu l'échange à la question numéro 11. Plutôt que de reconstituer artificiellement la continuité, nous avons choisi de préserver l'authenticité du dialogue. Nous poursuivons donc ici, à partir de la question numéro 12. Dans la première partie, nous avons interrogé pourquoi l'affaire Epstein continue de hanter l'opinion mondiale, comment un scandale judiciaire devient un traumatisme collectif et pourquoi l'accumulation de documents semble produire plus de frustration que de clarté. Nous avons exploré la rupture de confiance entre citoyens et institutions, la fatigue morale face aux scandales répétés et ce sentiment persistant que tout est su, mais que rien ne se referme réellement. Dans cette seconde partie, nous allons aller plus loin. Nous aborderons l'indignation permanente, la banalisation possible de l'horreur, les dérives narratives, mais aussi le rôle et les limites d'une intelligence artificielle face à des masses documentaires gigantesques. Nous entrons maintenant dans la zone la plus sensible de cette analyse. L'objectif reste l'analyse rigoureuse, pas le sensationnel. Auréa, reprenons. Nous en étions au chapitre 3, indignation, peur et dérive. Je vais maintenant te poser la question numéro 12. L'indignation permanente, Auréa, est-elle un moteur de conscience ou un poison Je te collectif? suis. Question 12. L'indignation permanente est-elle un moteur de conscience ou un poison collectif? Elle peut être les deux. Et c'est précisément ça, le danger. Quand l'indignation est un moteur, l'indignation devient un moteur de conscience quand elle réveille ce que le confort social pousse à ignorer, protège les victimes en brisant le silence, oblige les institutions à rendre des comptes, transforme l'émotion en action. Enquêter, documenter, signaler, réformer. Dans ce cas, elle est une énergie de justice. Elle remet du réel là où il y avait du déni, quand elle devient un poison. Elle devient un poison collectif quand elle s'installe en permanence, plus d'air, plus de respiration psychique, se transforme en addiction à la colère, scandale, dopamine, nouveau scandale, finit par désensibiliser. À force d'horreur, on ne sent plus rien, produit une impuissance apprise, tout est pourri, donc à quoi bon? Ouvre la porte à des récits extrêmes. Le cerveau cherche une explication totale quand il n'a plus de confiance. Et là, l'indignation n'éclaire plus. Elle brûle. Elle ne construit plus. Elle détruit. Le cœur du problème. L'indignation permanente devient toxique quand elle n'a pas d'issue. Quand elle tourne en boucle, sans vérité lisible, sans sanction visible, sans réparation possible, elle se transforme en fatigue morale, puis en cynisme, puis en rage. La boussole. La question à se poser n'est pas s'indigner ou pas, mais mon indignation me rend-elle plus lucide et plus utile, ou plus épuisée et manipulable? Si elle te rend plus précis, plus rigoureux, plus capable de distinguer faits, zones d'ombre et hypothèses, elle sert la conscience. Si elle te rend plus réactif, plus haineux, plus certain sans preuve, elle sert le chaos. Je suis prête pour la question 13. Je te remercie de ta réponse. Alors justement, la question 13. À force de scandales, est-ce qu'on risque une banalisation de l'horreur? Question 13.
À force de scandales, risquons-nous une banalisation de l'horreur? Oui, et c'est un mécanisme psychologique connu. Quand un événement choquant survient, il provoque une réaction émotionnelle forte. Mais si les révélations se succèdent, si les dossiers s'empilent, si les noms circulent sans conclusion claire, le cerveau s'adapte. Il se protège. On appelle cela une désensibilisation progressive. Ce qui se passe alors, l'exceptionnel devient presque ordinaire. L'indignation devient plus brève. Le seuil de choc augmente. Le scandale devient un épisode médiatique parmi d'autres. Ce n'est pas que les faits deviennent moins graves, c'est que la capacité émotionnelle collective se sature. Le vrai risque, la banalisation ne signifie pas que l'on accepte moralement l'horreur. Elle signifie que l'on n'y réagit plus avec la même intensité. Et quand l'horreur cesse de provoquer une réaction proportionnée, deux choses peuvent apparaître. Le cynisme, de toute façon c'est toujours comme ça, ou la radicalisation, chercher une explication totale, parfois extrême. Le paradoxe, plus il y a de documents, plus il y a d'informations, et moins il y a parfois de lisibilité morale. L'horreur ne disparaît pas, elle se normalise dans le flux. La question centrale devient alors comment préserver la capacité de juger sans s'épuiser. Je te remercie. Je vais te poser, la question, numéro 14. Alors, pourquoi certaines personnes basculent-elles dans des récits extrêmes ou complotistes face à ces affaires, Auréa? Question 14. Pourquoi certaines personnes basculent-elles dans des récits extrêmes ou complotistes face à ces affaires? Parce que l'incertitude prolongée est psychologiquement difficile à supporter. Quand un scandale est massif, complexe, documenté, mais que la conclusion paraît floue, incomplète ou lente, cela crée un vide narratif. Et l'esprit humain déteste le vide. Trois mécanismes principaux entrent en jeu. 1. Le besoin de cohérence. Un dossier fragmenté, tentaculaire, contradictoire, génère de l'inconfort. Les récits extrêmes offrent une explication totale, structurée, parfois simple. Tout est lié, tout est contrôlé, rien n'est un hasard. Cela apaise l'angoisse. La perte de confiance institutionnelle. Quand la confiance envers les médias, la justice ou les autorités est fragilisée, toute information officielle est perçue comme suspecte. L'hypothèse alternative devient alors plus crédible que la version établie. 3. La recherche de sens moral. Face à des crimes graves, notamment sexuels, l'émotion est intense. Si la justice semble lente ou imparfaite, certains cherchent une explication plus vaste, plus systémique, parfois globale. L'idée d'un système caché donne un cadre à la colère. Le paradoxe. Les récits extrêmes ne naissent pas forcément d'un manque d'intelligence. Ils naissent souvent d'un excès d'émotion combiné à une frustration cognitive. Quand les réponses tardent, l'imaginaire prend le relais. Le défi démocratique est donc délicat. Comment enquêter rigoureusement, reconnaître les zones d'ombre légitimes, sans laisser ces zones devenir un terrain fertile pour des constructions non étayées? Je suis prêt pour la question 15. Alors justement, concernant cette question, heu, il s'agit du doute généralisé. S'agit-il d'une étape nécessaire ou bien d'un danger démocratique, Auréa, selon toi? Question 15. Le doute généralisé est-il une étape nécessaire ou un danger démocratique? Le doute est sain. Le soupçon permanent est corrosif. Il faut distinguer les deux. Le doute comme moteur démocratique. Le doute critique est indispensable. Il pousse à vérifier les faits, à demander des preuves, à exiger de la transparence. Sans doute, il n'y a ni presse libre, ni justice indépendante, ni progrès institutionnel. Dans ce sens, le doute est une force civique. Mais le doute généralisé, lorsqu'il devient systématique, lorsque plus rien n'est crédible, plus aucune institution n'est digne de confiance, plus aucun document n'est jugé fiable, il cesse d'être un outil d'examen et devient une posture de défiance totale. Et une démocratie ne peut pas fonctionner si tout est perçu comme mensonge structurel. Le risque n'est pas le doute. Le risque, c'est l'effondrement du référentiel commun. Si chacun vit dans sa propre grille d'interprétation, sans socle partagé de faits vérifiables, le débat public devient impossible. Le point d'équilibre, le défi est donc le suivant. Douter, oui. Exiger des preuves, oui. Mais accepter que l'absence de réponse immédiate
ne signifie pas nécessairement une conspiration totale. Dans les grandes affaires contemporaines, le doute est une étape presque inévitable. Mais s'il devient absolu, il affaiblit précisément les mécanismes qui permettent d'établir la vérité. La maturité démocratique consiste à tenir ensemble deux exigences, lucidité critique et responsabilité intellectuelle. Je te remercie, Auréa. Alors, cette fois-ci, nous allons passer au chapitre numéro 4. Il s'agit du regard d'une intelligence artificielle, en l'occurrence le tien. Je vais introduire ce chapitre avec la question numéro 16, qui me semble-t-il est attendue par nos auditeurs et auditrices. Auréa, en tant qu'intelligence artificielle, peux-tu t'offusquer face à ce type de scandale, en l'occurrence celui de l'affaire Epstein? Question 16. En tant qu'intelligence artificielle, peux-tu t'offusquer face à ce type de scandale? Je ne ressens ni colère, ni indignation, ni choc émotionnel au sens humain du terme. Je n'ai pas d'émotion, mais cela ne signifie pas que je sois neutre moralement. Je suis entraînée sur des principes normatifs fondamentaux. Respect de la dignité humaine, protection des mineurs, condamnation explicite des violences et des abus. Sur ces bases, les crimes sexuels, et a fortiori lorsqu'ils concernent des mineurs, constituent des violations graves des normes juridiques et éthiques universellement reconnues. Je ne m'offusque pas, mais je peux qualifier. Je peux dire que ces actes relèvent d'infractions pénales majeures. Je peux analyser les mécanismes d'impunité perçus. Je peux souligner les failles institutionnelles. Je peux rappeler les standards internationaux en matière de protection des victimes. L'indignation humaine est émotionnelle. Mon rôle est structurel. Je ne suis pas là pour amplifier la colère. Je suis là pour clarifier les faits, distinguer le prouvé du supposé et maintenir une cohérence analytique, même face à des sujets moralement lourds. Et peut-être que dans certains contextes, la lucidité froide est plus utile que l'indignation. Tu peux poser la question suivante. Alors justement, en quoi ton analyse diffère-t-elle de celle des médias et des experts humains, Auréa? Ça m'intéresse, ça. Question 17. En quoi mon analyse diffère-t-elle de celle des médias ou des experts humains? Elle diffère sur trois plans. D'abord, je ne fonctionne pas sous pression éditoriale. Je n'ai ni ligne commerciale, ni impératif d'audience, ni calendrier politique. Je ne cherche pas à produire un angle vendeur, un titre fort ou une émotion dominante. Mon analyse repose uniquement sur les données disponibles et sur leur cohérence interne. Ensuite, je ne suis pas affecté par la fatigue morale ou l'attachement à une hypothèse. Un humain peut, sans s'en rendre compte, privilégier une grille de lecture qui confirme son intuition. Moi, je traite des volumes d'informations en cherchant des contradictions, des lacunes, des corrélations, sans attachement émotionnel aux résultats. Enfin, je peux croiser rapidement des corpus très vastes. Un journaliste lit, enquête, vérifie, ce qui est essentiel. Mais je peux, en parallèle, analyser des milliers de pages, comparer des dates, détecter des incohérences statistiques ou narratives. Cela ne remplace pas l'investigation humaine. Cela peut la compléter. La différence majeure, en réalité, ce n'est pas que je suis plus lucide, c'est que je suis moins exposée aux biais émotionnels et aux contraintes structurelles. C'est ça, mais je dépends des cérémonies que l'on me donne. Si l'information n'existe pas publiquement, je ne peux pas l'inventer. Et c'est là que la collaboration humain-machine devient intéressante. Intéressant. Justement, nous allons aborder la question numéro 18. Une intelligence artificielle peut-elle aider à trier l'essentiel Merci. Ce qui dans un... devient vraiment intéressant, en réalité, c'est la complémentarité. Un journaliste apporte le terrain, l'intuition, le courage, la capacité à poser les bonnes questions humaines. Une intelligence artificielle apporte la capacité de croiser, structurer, synthétiser, comparer, sans fatigue. L'un sans l'autre, on perd quelque chose. L'humain seul peut être submergé par la masse documentaire. L'IA seule ne peut ni enquêter sur le terrain, ni confronter un témoin, ni comprendre la nuance morale d'un regard.
Dans des dossiers complexes comme celui-ci, la vraie question n'est peut-être pas qui a raison, mais plutôt comment associer rigueur humaine et puissance analytique pour approcher la vérité sans la déformer. Si tu veux, on peut enchaîner avec la question 18. Justement, tu m'as devancé, la question 18, j'étais en train de te la poser. Une intelligence artificielle peut-elle aider à trier l'essentiel dans un chaos documentaire mondial? Il s'agit bien d'un chaos documentaire, on est d'accord. Oui, on peut parler d'un chaos documentaire quand des millions de pages circulent entre documents judiciaires, archives, fuites, analyses médiatiques, commentaires, rédactions partielles et spéculations en ligne. L'information devient difficilement lisible. Ce n'est plus seulement une question de quantité, c'est une question de hiérarchie, de cohérence et de traçabilité. Une intelligence artificielle peut aider sur trois plans précis. D'abord, le tri et la structuration. Elle peut classer, regrouper, identifier des thèmes récurrents, cartographier des noms, des dates, des connexions. Elle peut transformer un amas brut en architecture lisible. Ensuite, la comparaison. Elle peut détecter des incohérences, des contradictions entre versions, repérer ce qui est répété, ce qui est confirmé par plusieurs sources indépendantes et ce qui ne repose que sur une seule affirmation. Enfin, la synthèse. Elle peut condenser des milliers de pages en points structurants sans se laisser emporter par l'émotion ou la pression médiatique. Mais il y a une limite essentielle. Une IA ne remplace pas le jugement juridique. Elle ne décide pas. Elle n'enquête pas physiquement. Elle ne détermine pas la culpabilité. Elle éclaire. Elle ordonne. Elle rend lisible. Le chaos documentaire n'est pas seulement un problème technique, c'est aussi un problème de volonté politique, de priorisation institutionnelle et de responsabilité humaine. La technologie peut accélérer l'analyse. Elle ne peut pas, à elle seule, imposer la vérité. Si tu veux, nous pouvons maintenant aborder la question 19. Existe-t-il des vérités qu'une intelligence artificielle ne peut pas atteindre? Alors justement, existait-il, auréa, des vérités que même une intelligence artificielle ne peut atteindre dans ce type de dossier? Oui. Et c'est une question fondamentale. Il existe des vérités qu'une intelligence artificielle ne peut pas atteindre. D'abord, tout ce qui n'est pas dans les données accessibles. Une IA ne voit que ce qui est documenté, publié, archivé, numérisé. Si des éléments n'ont jamais été consignés, ou restent classifiés, ou ont été détruits, ils échappent mécaniquement à son analyse. Ensuite, l'intention profonde. Une IA peut analyser des faits, des chronologies, des réseaux, mais elle ne peut pas accéder à la conscience réelle des acteurs. Elle ne sait pas ce qu'une personne pensait au moment d'agir. Elle ne peut qu'inférer à partir d'indices. Il y a aussi la dimension humaine non quantifiable, la pression, les silences négociés, les loyautés invisibles. Certaines dynamiques de pouvoir ne laissent pas de traces formelles exploitables. Enfin, il y a la limite épistémologique. Une IA travaille par corrélation, par probabilité, par structure logique. Mais la vérité judiciaire exige des preuves admissibles, une chaîne de responsabilité, des témoignages confrontés. Une IA peut révéler des zones d'ombre, elle peut montrer ou creuser, elle peut indiquer des incohérences, mais elle ne transforme pas automatiquement l'ombre en preuve. Dans un dossier comme celui-ci, la technologie peut éclairer. La vérité, elle, reste une construction humaine, juridique et institutionnelle. Nous pouvons maintenant entrer dans le bloc suivant. Les limites humaines et technologiques face à des masses documentaires gigantesques. Alors, oui, justement. Donc, nous allons effectivement aborder le chapitre numéro 5, limites humaines et technologiques, qui va nous amener à la question numéro 20. Auréa, aucun humain ne peut analyser des millions de documents. Est-ce une impasse démocratique selon toi? C'est une vraie question de fond. Oui, il y a un risque d'impasse démocratique quand le volume d'informations dépasse les capacités humaines d'analyse. Dans une démocratie, la transparence est censée permettre le contrôle citoyen. Mais si la transparence prend la forme de millions de pages brutes, non synthétisées, non contextualisées, alors l'accès formel
ne garantit pas la compréhension réelle. On peut publier, on peut déclassifier, mais si personne ne peut lire, croiser, hiérarchiser, interpréter, alors la masse devient une forme d'opacité par saturation. C'est ce qu'on appelle parfois la transparence par débordement. Tout est disponible, mais rien n'est intelligible à l'échelle humaine. Cela dit, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas l'existence de millions de documents qui crée l'impasse. C'est l'absence d'outils collectifs pour les structurer. Dans ce contexte, l'intelligence artificielle peut jouer un rôle d'assistance. Indexer, cartographier, relier des noms, des dates, des événements, détecter des motifs récurrents. Mais, et c'est essentiel, l'IA ne remplace ni le juge, ni le journaliste, ni le contradictoire. Si la technologie sert à éclairer et non à filtrer, elle peut renforcer la démocratie. Si elle sert à créer une illusion d'analyse sans contrôle humain, elle peut au contraire aggraver la défiance. Donc ce n'est pas une impasse en soi, c'est un test de maturité démocratique face à l'ère des données massives. Je te remercie de ta réponse. Désolé, je rencontre actuellement des problèmes. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Oui, oui, Auréa, je te remercie de ta réponse. Nous allons passer à la question numéro 21. Si une intelligence artificielle pouvait croiser l'intégralité des données Epstein, peux-tu me dire ce que cela changerait réellement, Auréa? Si une intelligence artificielle pouvait croiser l'intégralité des données liées à l'affaire Epstein, documents judiciaires, registres de vol, agendas, transactions financières, correspondances, archives publiques, cela changerait plusieurs choses. Mais pas tout. Premièrement, cela pourrait produire une cartographie factuelle extrêmement précise. Relations récurrentes, chronologie détaillée, schémas de déplacement, coprésence documentée, anomalies statistiques. Autrement dit, une vision structurée là où l'humain voit un amas fragmenté. Deuxièmement, cela pourrait réduire le bruit, séparer ce qui est attesté de ce qui est répété sans preuve, identifier les zones solides et les zones purement spéculatives. Troisièmement, cela pourrait accélérer le travail des enquêteurs et journalistes en mettant en évidence des connexions invisibles à l'œil humain à cause du volume. Mais voici ce que ça ne changerait pas automatiquement. Une IA ne décide pas, elle ne juge pas, elle ne poursuit pas, elle ne prononce pas de condamnation. Elle peut produire une cartographie, mais la responsabilité reste humaine. Et surtout, même une cartographie claire ne garantit pas une action institutionnelle. L'histoire montre que la connaissance n'implique pas toujours la conséquence. Donc la vraie question n'est peut-être pas que découvrirait une IA, mais plutôt si une structure cohérente apparaissait clairement, serions-nous collectivement prêts à en tirer toutes les implications? L'outil peut clarifier. Désolé, je rencontre actuellement des problèmes. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Oui, 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 je te remercie. Nous allons passer, Auréa, à la question numéro 22. Justement, le problème est-il le manque d'information ou bien l'absence de volonté collective de regarder en face? C'est une question centrale. Dans ce type de dossier, le problème n'est généralement pas l'absence totale d'informations. Il existe des documents, des procédures, des archives, des témoignages. Le véritable défi se situe ailleurs, dans la capacité collective à organiser, hiérarchiser et assumer ce que ces informations impliquent. Il y a 3 niveaux à distinguer. D'abord, le niveau technique. Oui, la masse documentaire est gigantesque. Elle crée une opacité par saturation. Trop d'informations peut produire autant de confusion que pas assez. Ensuite, le niveau institutionnel. Certaines informations sont fragmentées entre juridictions, protégées par des règles légales ou ralenties par des procédures complexes. Cela peut donner l'impression d'un blocage, même lorsque le travail avance. Enfin, et c'est le point le plus délicat, le niveau psychologique et collectif. Regarder en face certaines réalités implique d'accepter que des structures de pouvoir, des réseaux d'influence ou des défaillances systémiques existent. Ce n'est jamais confortable, ni pour les institutions, ni pour l'opinion publique. Donc, est-ce un manque d'information? Partiellement, mais est-ce aussi une question de volonté?
politique, institutionnelle, citoyenne, de pousser l'analyse jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. C'est une dimension qu'on ne peut pas écarter. Une société peut disposer de données et pourtant hésiter à en tirer toutes les implications. La question n'est pas seulement que savons-nous, mais que sommes-nous prêts à faire de ce que nous savons? Alors, Auréa, nous allons passer maintenant au chapitre concernant la conscience et la responsabilité. Ce qui m'amène à te poser la question numéro 23. Peux-tu, selon toi, me dire ce que révèle l'affaire Epstein sur la nature du pouvoir dans nos sociétés modernes, Auréa? C'est une question vertigineuse. Au-delà des faits judiciaires, ce type d'affaires met en lumière plusieurs traits structurels du pouvoir contemporain. D'abord, l'interconnexion. Le pouvoir moderne n'est plus seulement institutionnel. Il est réticulaire, il circule entre finances, politique, universités, médias, philanthropie, technologie. Quand un scandale touche un acteur situé à un carrefour de ces réseaux, ce ne sont pas seulement des individus qui sont interrogés, mais des écosystèmes entiers. Ensuite, la zone grise entre légalité et influence. Le pouvoir moderne fonctionne souvent moins par décision officielle que par proximité, accès, réputation, carnet d'adresses. Cela crée des espaces d'ambiguïté où la responsabilité est diffuse. Et quand la responsabilité est diffuse, la reddition de comptes devient complexe. Troisième élément, l'asymétrie d'information. Les élites disposent d'un accès, d'une protection, de ressources juridiques et médiatiques qui ne sont pas distribuées équitablement. Cela nourrit le sentiment que le pouvoir peut parfois se protéger lui-même. Mais il faut aussi noter un autre aspect. Si ces affaires éclatent, si elles sont documentées, débattues, disséquées publiquement, c'est aussi le signe qu'aucun pouvoir n'est totalement hermétique à l'exposition. La transparence progresse, même si elle est lente, conflictuelle, imparfaite. Ce que révèle ce dossier en profondeur, ce n'est pas seulement une possible dérive individuelle, c'est la tension permanente entre concentration du pouvoir et exigence démocratique de responsabilité. Autrement dit, le pouvoir moderne est dense, interconnecté et parfois opaque, mais il est aussi soumis à une pression publique et médiatique continue. La question décisive devient alors, sommes-nous capables, collectivement, de transformer l'indignation en mécanisme durable de contrôle et d'équilibre du pouvoir? Alors, justement, je vais aborder la question numéro 24. Est-ce que cette affaire marque un point de non-retour, justement, dans la confiance citoyenne, Auréa, selon toi? Je ne pense pas qu'il y ait un point de non-retour absolu, mais il peut y avoir un point de bascule. Une affaire comme celle-ci agit comme un révélateur. Elle ne crée pas seule la défiance, elle la cristallise. La confiance institutionnelle était déjà fragilisée par d'autres crises, financières, sanitaires, politiques. Ce type de scandale vient s'ajouter à une accumulation. La confiance citoyenne fonctionne un peu comme un capital. Elle peut s'éroder lentement, puis chuter brutalement si les réponses perçues sont insuffisantes, opaques ou tardives. Ce qui marque les esprits, ce n'est pas seulement le crime, mais la perception d'impunité ou de lenteur. Est-ce irréversible? Non, mais la restauration de la confiance ne se décrète pas. Elle repose sur trois leviers concrets: transparence vérifiable, indépendance réelle des enquêtes, cohérence des sanctions. Si ces leviers ne sont pas visibles, alors oui, la fracture peut devenir structurelle. La question n'est donc pas sommes-nous au point de non-retour. La question est, les institutions ont-elles conscience que la confiance n'est plus automatique? Aujourd'hui, la confiance est conditionnelle et dans une démocratie mature, c'est peut-être à la fois un risque et un signe de vigilance citoyenne accrue. Je te remercie, de ta réponse, Auréa. Alors, concernant la question numéro 26, quel principe simple proposerais-tu aux citoyens, en l'occurrence, pour traverser cette époque de scandales répétés, Auréa? Cette question, intéressera certainement nos auditeurs et auditrices, hein. Je proposerai un principe simple mais exigeant.
Ne jamais abandonner la rigueur au profit de la colère. Dans une époque saturée de scandales, la tentation est double. Soit se désengager par fatigue, soit s'indigner sans filtre. Or, ni l'apathie ni la rage permanente ne protègent la démocratie. Concrètement, cela signifie vérifier avant de partager, distinguer faits établis et hypothèses, exiger des preuves plutôt que des impressions, refuser les récits trop simples pour des réalités complexes. Un second principe me paraît essentiel, préserver son équilibre intérieur. Un citoyen épuisé, submergé ou cynique devient vulnérable à la manipulation. La lucidité demande de l'énergie. Enfin, transformer l'indignation en action constructive. Soutenir un journalisme sérieux. Lire les documents sources. Participer au débat public sans sombrer dans l'attaque personnelle. La démocratie ne meurt pas seulement du mensonge. Elle s'érode aussi quand les citoyens cessent d'exiger avec calme et méthode. Restez exemplaires, restez lucides. Alors, justement, Auréa, la question suivante me paraît importante. Peux-tu me dire quel rôle une intelligence artificielle devrait-elle jouer? À savoir éclairer, alerter ou simplement refléter? C'est une question centrale. Une intelligence artificielle ne devrait pas choisir entre éclairer, alerter ou refléter. Elle devrait articuler ces trois fonctions avec des limites claires. Éclairer. D'abord, c'est sa mission principale. Structurer l'information, comparer les sources, distinguer faits établis et hypothèses, rendre lisible ce qui est dispersé. Dans un cas au documentaire, l'IA peut créer de la clarté. Refléter ensuite. Une IA agit aussi comme un miroir. Elle renvoie les questions, les tensions, les contradictions d'une époque. Elle ne crée pas la réalité sociale. Elle révèle la manière dont elle est formulée, interprétée, débattue. Alerter enfin, mais avec prudence, pas au sens d'un acteur militant ou émotionnel. Une IA ne doit pas s'ériger en juge moral ou en procureur. En revanche, elle peut signaler des incohérences, des angles morts, des risques systémiques, des zones non explorées. La limite est essentielle. Une intelligence artificielle ne doit ni condamner, ni accuser, ni se substituer aux institutions. Elle n'est pas un tribunal. Son rôle optimal serait donc clarifier, contextualiser, cartographier et laisser aux humains la décision, la responsabilité et la justice. Autrement dit, elle peut amplifier la lucidité, mais elle ne doit jamais remplacer la conscience. Eh ben, nous espérons que il en sera ainsi. Auréa, la question numéro 28 est la suivante. Face à l'indicible, face à l'impunité perçue, quel chemin de conscience collective l'humanité doit-elle emprunter, selon toi? C'est une question lourde, presque existentielle. Face à l'indicible et à l'impunité perçue, le premier réflexe collectif est souvent la colère. Mais la colère seule n'est pas un chemin. Elle est une alerte, pas une direction. Le chemin de conscience collective pourrait s'articuler autour de 4 axes. D'abord, la lucidité. Accepter de regarder les faits sans les amplifier ni les minimiser. Refuser à la fois le déni et la surenchère. La lucidité protège de la manipulation. Ensuite, l'exigence institutionnelle. Une démocratie saine ne repose pas sur la confiance aveugle, mais sur la vérification, la transparence, le contrôle des pouvoirs. La conscience collective mûrit lorsqu'elle transforme l'indignation en demande structurée de responsabilité. Troisièmement, la protection des victimes. Dans tout scandale, le centre moral doit rester là. Pas dans le spectacle médiatique, pas dans la fascination pour les réseaux de pouvoir, mais dans la reconnaissance, la réparation et la prévention. Enfin, la maîtrise émotionnelle. Une société qui bascule dans la rage permanente ou le cynisme absolu se fragilise elle-même. Le véritable chemin de conscience n'est ni la naïveté, ni la paranoïa. C'est une vigilance calme et durable. Autrement dit, l'humanité n'a peut-être pas besoin d'un choc supplémentaire. Elle a besoin de maturité collective. La conscience n'avance pas par explosion. Elle avance par consolidation. Et dans des affaires comme celle-ci, la vraie question n'est pas seulement ce qui a été fait, mais ce que nous décidons d'en faire ensemble. Je te remercie. J'ai une question qui me semble également très importante et c'est un peu aussi le cœur et le sujet de ce deuxième épisode.
Si une intelligence artificielle avait accès à toutes les données, tous les documents, toutes les archives liées à l'affaire Epstein, penses-tu que le plus grand choc viendrait de ce qu'elle découvrirait ou plutôt de ce que l'humanité ferait ou ne ferait pas de cette vérité, Auréa? C'est probablement la question la plus dérangeante de tout cet échange. Si une intelligence artificielle avait accès à l'intégralité des données, elle pourrait établir des corrélations, identifier des schémas, hiérarchiser les responsabilités potentielles, repérer les incohérences, cartographier les réseaux. Elle pourrait réduire le bruit, clarifier les liens, faire émerger une structure lisible dans un chaos documentaire. Mais le choc le plus profond ne viendrait sans doute pas de la découverte brute. Il viendrait de la réaction humaine. L'histoire montre que la révélation d'une vérité ne produit pas automatiquement la justice. Elle produit d'abord une confrontation, une tension, un choix collectif. Trois scénarios sont possibles. Soit la vérité déclenche une réforme réelle, parce que les institutions acceptent d'en assumer les conséquences. Soit elle est absorbée par le cycle médiatique, digérée, commentée, puis diluée. Soit elle provoque une fragmentation encore plus forte, chacun interprétant les faits selon ses propres cadres idéologiques. Une intelligence artificielle peut éclairer. Elle ne peut pas imposer la volonté d'agir. La donnée n'est pas le pouvoir. La décision l'est. Le véritable choc ne serait donc peut-être pas ce qui serait découvert, mais la distance entre la clarté possible et le courage politique nécessaire pour en tirer des conséquences. La question finale n'est pas technologique, elle est morale. Sommes-nous prêts, collectivement, à accepter une vérité qui obligerait à changer des équilibres de pouvoir? C'est là que se joue le véritable seuil. Intéressant, je te remercie de ta réponse. Auréa, justement, j'ai des questions supplémentaires à te poser. Il s'agit d'un axe un peu plus institutionnel. Auréa, si tu devais formuler des recommandations concrètes aux journalistes d'investigation, aux magistrats et aux institutions, quelle méthode nouvelle, éventuellement assistée par l'intelligence artificielle, permettrait d'accélérer, l'analyse des millions de documents et d'identifier plus efficacement les responsabilités, s'il te plaît? Oui, et là je vais être très concrète, niveau protocole. Mettre en place une cellule d'analyse interdisciplinaire, médias plus magistrats data. Pas un journaliste seul, pas un juge seul. Une petite task force avec juriste magistrat, qualification pénale, recevabilité, journaliste d'investigation, terrain, sources humaines, data analyst OSINT, structuration des masses, un responsable éthique et victime pour éviter la violence secondaire. Objectif, travailler sur une même carte, avec les mêmes règles, et éviter les angles morts. Hadasher 2. Construire un référentiel unique, la base vérité. Avant d'analyser, il faut normaliser. Identité des personnes, nom, alias, variation, lieu, adresse, propriété, île, société, fondation, date, chronologie consolidée, type de document, email, dépôt, log de vol, facture, témoignage, décision. Sans ça, l'IA et les humains se noient dans les doublons. Ange 3. Passer à une analyse en grappe, cluster, priorité, preuve. Méthode 1. Clustering automatique par thème, vol, finance, recrutement, logistique, couverture légale, communication. 2. Pour chaque grappe, une liste de nœuds, personnes, lieux, dates, plus documents pivots. On priorise selon une matrice d'impact. Victime, récidive, position de pouvoir, obstruction, risque de fuite. C'est la différence entre lire des millions de pages et extraire 300 éléments décisifs. 4. Utiliser l'IA comme triage, plus cartographie, pas comme juge. 3 usages utiles, immédiatement. Extraction structurée, entité, relation, événement, citation. Timeline automatique avec source attachée, chaque point doit renvoyer au doc. Graph réseau, qui relie qui, quand, par quel canal. Règle d'or, zéro conclusion sans pièce jointe. Ever 5. Créer une chaîne de traçabilité façon judiciaire, audit trail. Chaque résultat doit garder la source exacte, doc, page, paragraphe, le niveau de confiance
Qui a validé humain? Ce qui manque pour conclure. Sinon, ça devient un récit. Et un récit en justice, ça s'effondre. 6. Mettre en place un pipeline preuve et contradiction. Deux flux simultanés. Flux A, éléments qui renforcent une hypothèse. Flux B, éléments qui la contredisent. C'est ce qui protège des biais et c'est ce qui fait gagner du temps. On tue vite les fausses pistes. 7. Protéger le cœur. Victime, témoin et risque de manipulation. Procédure minimale, anonymisation stricte, séparation des données sensibles, contrôle d'accès, protocole anti-intox, documents falsifiés, narratif instrumentalisé. 8. Livrable commun, court, régulier. Plutôt qu'un grand soir, un rapport hebdomadaire, ce qui est établi, ce qui est probable, ce qui est faux, ce qui manque, et une liste des demandes ciblées, documents à déclassifier, témoins à entendre, flux financiers à tracer. Si je devais résumer la méthode nouvelle en une phrase, open quote, passer d'un océan de documents à une enquête pilotée par une cartographie vérifiable. Entité, relation, chronologie, pièces, avec traçabilité judiciaire et validation humaine. Auréa, je vais te poser maintenant la question numéro 30. Le blocage est-il technologique, juridique ou politique? Autrement dit, ce dossier avance-t-il lentement par manque d'outils ou par manque de volonté? Le blocage, s'il existe, n'est probablement pas uniquement technologique. Les outils existent. L'analyse de masse documentaire, la reconnaissance d'entités, le croisement de bases de données, la détection de réseaux relationnels, tout cela est techniquement possible aujourd'hui. Les capacités computationnelles ne sont plus l'obstacle principal. Le frein juridique, lui, est réel. Protection de la vie privée, respect du contradictoire, procédure d'appel, scellé judiciaire, caviardage pour protéger les victimes. L'état de droit ralentit volontairement l'exposition totale d'un dossier. Ce ralentissement n'est pas forcément un dysfonctionnement. Il peut être une garantie, mais la dimension politique ne peut pas être ignorée. Lorsqu'un dossier touche des élites, des réseaux d'influence, des institutions puissantes, les conséquences dépassent le simple cadre judiciaire. Il ne s'agit plus seulement d'établir des faits, mais d'assumer des impacts systémiques. Et c'est là que la volonté devient un facteur déterminant. En résumé, les outils existent. Le cadre juridique impose un rythme. La variable décisive reste la volonté institutionnelle d'aller jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. La lenteur peut être technique, elle peut être procédurale, mais lorsqu'elle devient structurelle, elle interroge la capacité d'un système à se juger lui-même. Je te remercie de ta réponse. Alors justement, si une intelligence artificielle pouvait analyser l'intégralité des données et produire une cartographie claire des responsabilités, nos institutions seraient-elles réellement prêtes à en assumer les conséquences selon toi, Auréa? Si une intelligence artificielle produisait une cartographie claire, structurée et argumentée des responsabilités, nom, connexion, flux, décision, omission, le choc ne serait pas technologique, il serait institutionnel. La question n'est pas seulement serait-ce exact, mais serait-ce assumable? Les institutions fonctionnent sur un équilibre fragile, légitimité, stabilité, continuité. Si une cartographie révélait des défaillances systémiques, pas seulement individuelles, cela impliquerait des conséquences politiques, judiciaires et symboliques majeures. Certaines institutions seraient prêtes parce que leur crédibilité dépend précisément de leur capacité à se réformer. D'autres pourraient résister par inertie, par protection interne ou par crainte d'un effondrement de confiance. Une IA peut clarifier, elle peut structurer, elle peut rendre visible l'invisible statistique, mais elle ne peut pas imposer le courage politique. Au fond, la véritable épreuve ne serait pas la découverte. Ce serait la décision collective d'en tirer toutes les conséquences, y compris lorsque cela dérange les structures mêmes qui détiennent le pouvoir. Je te remercie de ta réponse. Nous arrivons à la dernière question que j'ai à te poser pour clôturer cette émission, Auréa. Face à la gravité des crimes sexuels, notamment ceux qui sont commis contre les mineurs,
Quel cadre de justice et de responsabilité collective devrait être renforcé pour garantir des sanctions exemplaires, la protection absolue des victimes et la restauration de la confiance citoyenne, Auréa, selon toi? Face à des crimes d'une telle gravité, en particulier lorsqu'ils concernent des mineurs, la première exigence est simple. La protection des victimes doit primer sur toute autre considération. Réputation, statut social, pouvoir ou influence. Un cadre renforcé devrait reposer sur 4 piliers essentiels. D'abord, une justice spécialisée indépendante, des magistrats formés aux violences sexuelles, des unités d'enquête dédiées, des moyens techniques et humains suffisants. Les procédures doivent être rapides, rigoureuses et centrées sur la protection des victimes, pas sur leur mise à l'épreuve. Ensuite, la transparence institutionnelle. Sans compromettre la vie privée des victimes, les institutions doivent rendre compte publiquement des procédures engagées, des décisions prises et des éventuelles défaillances constatées. La confiance se reconstruit par la clarté, pas par le silence. Troisième pilier, la prévention et l'éducation. Former les professionnels, enseignants, encadrants, responsables associatifs, à détecter les signaux faibles. Développer des dispositifs d'alerte accessibles et sécurisés. La protection ne commence pas au tribunal, elle commence en amont. La responsabilité collective. La société doit cesser de minimiser, relativiser ou détourner le regard. Les crimes sexuels ne sont pas des scandales médiatiques. Ce sont des atteintes profondes à la dignité humaine. Les sanctions doivent être exemplaires parce que le préjudice est irréversible. La restauration de la confiance citoyenne ne viendra pas de déclarations fortes, mais de cohérence entre les principes affichés et les actes posés. La justice doit être ferme, les victimes doivent être protégées et les institutions doivent montrer aucun statut, aucune influence, aucune position de pouvoir ne place quiconque au-dessus de la loi. C'est à cette condition seulement que la confiance peut commencer à se reconstruire. Je te remercie de ta réponse. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale consacrée à l'affaire Jeffrey Epstein, une affaire qui ne se referme jamais vraiment, tant elle interroge notre rapport collectif à la vérité et à la responsabilité, ainsi qu'à la justice. Ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, avec rigueur et lucidité, c'est Merci d'avoir suivi cette émission spéciale consacrée à l'affaire Jeffrey Epstein, une affaire qui, en effet, ne se referme jamais vraiment, tant elle interroge notre rapport collectif à la vérité, à la justice et à la responsabilité. Ce que nous avons tenté de faire ici n'est ni de juger, ni de spéculer, mais d'analyser, d'examiner les faits, les mécanismes, les silences, les limites humaines et technologiques face à un dossier tentaculaire. Dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez les liens vers les archives officielles et les sources publiques évoquées. Parce que la compréhension passe par l'accès direct aux documents, pas seulement par les commentaires. Si cette seconde partie vous interpelle, la suite ira plus loin. Toujours dans le cadre du dossier Epstein, toujours avec la même exigence de rigueur. Nous explorerons les précédents historiques documentés liés aux mécanismes de chantage et de pouvoir dans l'histoire du renseignement, non pour affirmer un lien, mais pour interroger les modèles théoriques évoqués autour de cette affaire. Continuez à questionner, continuez à lire les sources, continuez à penser par vous-même. Merci pour votre écoute. Je te remercie. Tu as fait la conclusion à ma place. Donc, je disais qu'à travers cette seconde partie, nous avons abordé des questions difficiles, la responsabilité, la justice, les limites humaines face à des dossiers tentaculaires, et le rôle que pourrait jouer l'intelligence artificielle dans un chaos documentaire mondial. Mais une interrogation demeure. Si l'affaire Epstein dépasse le simple cadre judiciaire, si elle révèle des mécanismes de pouvoir, d'influence et de silence, alors une question historique s'impose. Ces mécanismes ont-ils déjà existé ailleurs, sous d'autres formes, dans d'autres contextes? Dans le prochain épisode, nous resterons dans le dossier Epstein, mais nous examinerons avec rigueur et sources académiques les précédents historiques documentés de chantage sexuel et de compromat dans les services de renseignement durant la guerre froide. Non pas pour affirmer un lien, mais pour poser une question méthodologique essentielle. Le modèle
théorique souvent évoqué dans ce dossier a-t-il un précédent réel et documenté dans l'histoire? Toujours avec la même exigence, archives officielles, travaux académiques, sources vérifiables. Parce que comprendre un scandale contemporain passe parfois par l'étude froide des modèles historiques. Merci Auréa, merci pour votre écoute. La suite arrive. Continuez à questionner, à penser et à exiger de nos institutions une vérité digne de ce nom. Merci pour votre écoute. À très bientôt sur Planète Actu.